L'histoire commence alors que nous rencontrons notre protagoniste nommé Elma, alors qu'il combat plusieurs adversaires. Le premier est une araignée géante contre laquelle Elma lutte, et il dit qu'il ne peut s'empêcher de sentir qu'il a déjà vécu cela auparavant. Un autre aventurier combat également, mais il se bat contre une sorte de golem. Le combat suivant d'Elma montre qu'il manie désormais un bouclier alors qu'il affronte une femme. Elle déclare qu'elle va montrer à Elma ce qu'un maître épéiste peut faire, et elle utilise une attaque spéciale. Elma finit par être repoussée, car tout ce qu'il peut faire, c'est bloquer le barrage de ses attaques. Cette fille est incroyablement dangereuse, et Elma doit tout faire pour rester en vie. La fille le manque de peu en lui tranchant le visage, et leur combat fait rage. Le combat suivant montre notre héros combattant un démon, et un autre aventurier se joint à lui. Ils s'associent pour finalement détruire la bête. Un regard sur le passé montre Elma courant pour lire un livre. Il explique que, pour une raison quelconque, chaque fois qu'il apprend ou voit quelque chose de nouveau, il a toujours l'impression de savoir déjà ce que c'est. Chaque nouvelle chose qu'il rencontre lui donne la sensation de l'avoir déjà vu auparavant. Quelques années plus tard, nous voyons qu'Elma se prépare à participer à un rituel très important. Il doit le faire parce qu'il est l'héritier de la famille Edva, et cela s'appelle le rituel des bénédictions divines. Comme toujours, Elma ressent à nouveau cette étrange sensation de déjà-vu. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter pour le rituel parce qu'il est son fils. Il dit qu'il est sûr qu'Elma est destinée à de grandes choses, et le rituel commence. Le prêtre utilise un sort sur Elma et lui accorde la bénédiction divine d'une classe. Alors que le sort s'active et choisit sa classe, Elma est plus sûre que jamais de reconnaître ce qui se passe. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il a eu une vie avant de naître dans ce monde. Il se souvient enfin qu'avant de venir ici, il jouait de manière obsessive à un jeu VR en ligne appelé Magic World. Ce monde dans lequel il vit maintenant est exactement comme le jeu, et il comprend enfin ce qui se passe. C'est difficile à croire pour lui, mais il ne fait aucun doute qu'il a été réincarné. Avec tout ce qu'il sait sur le jeu, Elma est sûre que le bonheur et le succès lui sont garantis dans sa nouvelle vie. Cela étant, Elma espère obtenir sa classe préférée. C'est la classe surpuissante qui est réputée être la plus forte du jeu. Il imagine ce que serait le fait d'avoir cette classe surpuissante, et le sort est bientôt terminé. Elma est impatient de voir quelle classe il a reçue, alors il fait apparaître son écran de statut. Il ne pourrait être plus heureux en voyant qu'il a reçu la classe surpuissante qu'il espérait. C'est la classe appelée Chevalier Lourd, et il l'annonce avec enthousiasme à son père. Malheureusement, Elma remarque que son père est contrarié, et il se demande ce qui ne va pas. Son père est horrifié, et il refuse de croire qu'il a bien entendu Elma. Bien qu'Elma ait dit sa classe très clairement, son père voulait désespérément qu'il dise que sa classe est maître épéiste. Elma peut voir que son père est furieux, et il réalise ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il a confondu ses souvenirs de son passé et de son présent. Dans ce monde, ce sont les classes simples à comprendre et puissantes qui sont célébrées. Les classes techniques, plus complexes à comprendre et qui mettent du temps à s'épanouir, sont considérées comme vraiment mauvaises. L'analyse et les tests actuels de ce monde sur les classes sont en retard, ils ne savent donc pas à quel point la classe Chevalier Lourd est réellement incroyable. Le père d'Elma est tellement incrédule qu'il exige de voir par lui-même. Il regarde l'écran de statut d'Elma et confirme son pire cauchemar. Elma est vraiment un Chevalier Lourd, et c'est une honte absolue. Il dit que la classe est inutile parce qu'Elma a de faibles statistiques dans tous les domaines et aucune compétence d'attaque convenable. Il n'y a rien de bon du tout, donc il est sûr que c'est une classe défectueuse. Elma dit à son père de se calmer, et il essaie d'expliquer que la classe Chevalier Lourd a les plus grands PV et la plus grande défense. Malheureusement, son père ne se soucie pas de cela, et il frappe Elma au visage. Tout le monde regarde avec horreur, et le père d'Elma dit qu'il est content que cela soit arrivé ici. Le nom de leur famille aurait été ruiné s'ils avaient été publiquement humiliés à cause d'Elma. Juste à ce moment, une femme entre dans le bâtiment. La foule chuchote à son sujet parce qu'elle est la fille d'une famille cadette. Son nom est Malice, et elle dit qu'elle aussi doit subir le rituel des bénédictions divines. Elma la connaît et explique qu'ils ont joué ensemble quelques fois quand ils étaient enfants. Cependant, en raison de son statut, ils ne se sont presque pas parlé au cours des 5 dernières années. La foule est contrariée par son interruption, et certains disent même qu'elle devrait connaître sa place. Le père d'Elma fait taire la foule, car il a décidé de la laisser passer le rituel. Les tensions montent rapidement, et Elma a un mauvais pressentiment sur ce qui va se passer. Le prêtre commence le rituel et utilise le même sort sur Malice que celui qu'il a utilisé sur Elma. Lorsque le sort est terminé, Malice vérifie son écran de statut et voit qu'on lui a attribué la classe appelée maître épéiste. La foule l'entend le dire, et ils sont tous sous le choc. Le père d'Elma est complètement silencieux, car c'est la classe qu'il voulait qu'Elma ait. Malice s'excuse moqueusement auprès d'Elma, car il semble qu'elle ait pris toutes ses compétences. Elma est horrifiée, car il semble que son mauvais pressentiment se soit réalisé, une fille d'une famille cadette acquérant la classe maître épéiste pourrait aggraver l'humeur déjà exécrable de son père. À la surprise d'Elma, son père est en réalité ravi. Il félicite Malice et dit qu'elle est un véritable membre de la famille. Il déclare qu'à partir d'aujourd'hui,
Elle sera sa fille, et qu'elle sera la véritable héritière de son trône. Elma est choquée d'entendre cela, et la foule n'arrive pas à croire qu'il ait nommé une fille d'une famille cadette son héritière. Malice a toujours pensé que ce serait Elma, mais elle est d'accord qu'il ne pourrait pas supporter ce fardeau. Le père d'Elma traite Elma de déception, et il lui dit de partir. Un chevalier lourd est une tache sur la réputation de leur famille, alors il déclare qu'Elma n'est plus son fils. Il exige à nouveau qu'Elma quitte le manoir pour toujours, et toute la foule quitte le côté d'Elma. Elma est tout seul, mais il est sûr que son père ne pense pas ce qu'il dit. Il essaie d'expliquer que Chevalier Lourd est en réalité une classe très puissante, et il promet d'apporter de l'honneur à leur famille. Son père le fait taire, cependant, et lui dit de ne plus jamais se montrer ici. Il avertit également Elma de ne plus jamais utiliser le nom de famille, sinon il lui fera trancher la tête. Elma est incrédule, et Malice ne peut cacher à quel point elle apprécie la situation. Le père d'Elma quitte la pièce, et Elma n'a d'autre choix que de partir aussi. Il parle une dernière fois au serviteur de la famille, et il n'arrive toujours pas à croire que son père ne l'ait pas écouté. Le serviteur lui donne de l'argent et s'excuse de ne pas pouvoir l'aider. Elma est chassée du manoir, mais l'expression sur son visage montre clairement qu'il est plus déterminé que jamais à prouver que tout le monde a tort. Alors qu'il s'en va, nous voyons que Malice l'observe avec un sourire aux lèvres. Un peu plus tard, nous voyons à quel point la ville est animée. Un homme nommé Seigneur Till dit à un public qu'il prévoit bientôt de passer une quête de promotion. Il explique qu'il a une certaine influence auprès des examinateurs, donc cela devrait être un jeu d'enfant. À proximité, une fille nommée Lucie dit qu'aujourd'hui est le grand jour. Elle promet de faire de son mieux, mais un homme de son groupe lui dit simplement de ne pas gêner. Il trouve son comportement étrange, et il souhaite juste qu'elle puisse au moins chasser normalement. À proximité, Elma arrive à l'auberge où il va séjourner. Il traite son père d'ordure pour lui avoir causé tant de problèmes. Il a perdu sa maison, sa famille et toute sa vie. Cependant, ce qu'il possède encore, c'est la classe Chevalier Lourd, qui est la plus forte de toutes. C'est une classe surpuissante, mais personne d'autre que lui ne le sait. Elma réfléchit ensuite à la façon dont ce monde, son histoire, son environnement, et même le nom de la ville ne ressemblent en rien à ce qu'ils étaient dans le jeu. Il y a beaucoup d'inconnus, donc il devra faire quelques recherches. Cependant, la première chose qu'il devra faire est de tester sa classe et ses compétences. Il dit, afficher les statistiques, et son écran de statut apparaît. Il réalise que, si les choses ont changé et que la classe Chevalier Lourd n'est vraiment pas surpuissante, alors il est fichu. Il examine tout et est soulagé de voir que la classe Chevalier Lourd est toujours surpuissante. Elle est exactement la même que dans le jeu, et c'est toujours la meilleure classe. Il regarde les arbres de compétences et explique ce qu'ils sont. Les arbres de compétences permettent à une personne de choisir quel type de compétence elle veut. Elma a actuellement 5 points de compétences restants, ce qui correspond aux points bonus initiaux obtenus lors de l'acquisition d'une classe. À partir de maintenant, il gagnera un point de compétence supplémentaire pour chaque niveau qu'il gagnera. Il dit que la façon dont ces points sont attribués déterminera le destin d'une personne. Elma explique ensuite qu'il existe 2 types de compétences, il y a les compétences fixes déterminées par la classe, et les compétences attribuées aléatoirement lors de la création du personnage. Parmi celles qu'il possède, celle appelée Serment de l'armure lourde est le seul arbre de compétences de classe fixe. Elma explique que les gens l'appelaient le plus faible des arbres de compétences du chevalier lourd. Il peut en réalité être assez puissant, mais il est difficile à utiliser, et beaucoup de ses compétences ont des applications limitées. Quant à l'arbre de compétences amélioration de la défense, Elma dit qu'il est assez utile. Il n'accorde aucune compétence, mais il augmente la défense. Ensuite, il y a un arbre de compétences appelé escrime débutant, qui n'est pas mauvais non plus. Lorsqu'il est maximisé, il peut être transformé en l'arbre de compétences escrime avancé avec des objets spéciaux. Elma sait déjà dans lequel de ceux-ci il veut mettre ses 5 points de compétences, alors il sélectionne Serment de l'armure lourde. Après avoir attribué ses 5 points, il atteint le niveau 2. Elma est stupéfait lorsqu'il acquiert immédiatement la compétence appelée Réflexion du rempart. De manière choquante, Serment de l'armure lourde atteint alors le niveau 5, et sa défense augmente de 10. Elma ne pourrait être plus excitée, et il déclare que c'est un excellent point de départ. Peu de temps après, nous retrouvons Elma dans la forêt, et nous voyons qu'il est entièrement équipé. Il prend un moment pour évaluer son environnement, et nous voyons ses statistiques actuelles. Il se ferait un chemin à travers la forêt jusqu'à ce qu'il rencontre un monstre grenouille appelé Arana. Il affiche les statistiques du monstre et voit qu'il est de niveau 2. La bête attaque notre héros, alors Elma utilise Réflexion du rempart pour bloquer l'attaque. Cette capacité crée un mur d'énergie en forme de rempart de château. Cette structure défensive est si puissante qu'elle vainc le monstre à elle seule. Elma est très satisfait de sa capacité, et les points d'expérience qu'il gagne du combat le font passer au niveau 2. Une explication de sa réflexion du rempart révèle qu'il s'agit d'une compétence courante. La description explique que, lorsqu'une attaque ennemie est annulée par sa défense, cette compétence inflige des dégâts égaux à la défense de l'utilisateur.
Elma va récolter le butin de sa victoire et voit que le monstre a laissé tomber une pierre magique de niveau 2. Elle ne vaut pas grand-chose, mais Elma décide de la garder. Juste à ce moment, Elma doit rester sur ses gardes alors qu'il entend quelqu'un courir et appeler à l'aide. Un homme court pour sauver sa vie, disant qu'on le poursuit. Il supplie Elma de l'aider, et nous voyons qu'il est chassé par plusieurs monstres. Elma lui dit calmement de le laisser gérer cela, et l'homme se demande s'il peut vraiment les affronter seul. Il commence à penser qu'Elma pourrait être un aventurier célèbre, mais notre héros dit que ce n'est pas le cas. Il explique qu'il vient de monter de niveau il y a une minute pour la première fois de toute sa vie. L'homme est horrifié d'entendre cela, car cela signifie qu'Elma est encore plus faible que lui. Il est sûr qu'Elma doit être fou, car il est impossible qu'un débutant comme lui puisse affronter autant de monstres. Il dit à Elma d'enlever toute son armure lourde, car ils doivent fuir pour sauver leur vie. Elma ne l'écoute pas du tout, et il pense simplement au défi qui l'attend. Il reconnaît que sa compétence réflexion du rempart n'est pas parfaite, à moins d'annuler tous les dégâts avec une défense largement supérieure à l'attaque de l'adversaire, elle ne s'active pas. Elle est également inefficace contre des ennemis supérieurs et inconnus. Les monstres commencent à attaquer, alors l'homme essaie de dire à Elma de fuir. Elma ne bouge pas d'un pouce, et il se prépare à utiliser sa capacité. Malgré tous ces problèmes, Elma sait à quel point elle peut être puissante. Les monstres se rapprochent, et il active réflexion du rempart. Le mur est créé à nouveau, et tous les aranas s'y écrasent. Un par un, ils sont éliminés, et Elma annonce quelque chose. Il dit qu'il connaît déjà les ennemis de début. Son niveau est peut-être bas, mais il a augmenté sa défense avec les bonus des arbres de compétences et l'équipement. En ce qui concerne le combat contre les ranas, Elma déclare qu'il peut en vaincre des dizaines. Il utilise à nouveau réflexion du rempart, et il anéantit chaque monstre en vue. Des cadavres de ranas sont partout, et l'homme regarde avec émerveillement. Cet homme devant lui vient de vaincre autant d'ennemis à la fois, et il ne peut que se demander qui est cet homme. Elma donne son nom complet, mais il se souvient de ce que son père lui a dit, il a dit qu'il ne pourrait plus jamais utiliser le nom de famille, sinon sa vie serait terminée. Notre héros retire ce qu'il a dit, et il se présente simplement comme Elma le chevalier lourd. Après avoir passé plus de temps à chasser, Elma atteint enfin le niveau 8 et obtient un titre appelé « l'inébranlable ». Il vérifie son écran de statut et confirme que le système de ce monde fonctionne exactement comme dans le jeu Magic World. L'aventurier qui l'a sauvé se présente comme Harris, un débutant qui a récemment quitté son village reculé. Harris explique qu'on lui a dit qu'on ne pourrait pas lui faire confiance à moins qu'il n'atteigne le niveau 3 par lui-même. Il paniquait parce qu'il ne trouvait personne voulant former un groupe avec lui, donc Elma lui a vraiment sauvé la vie. Harris veut le remercier, mais Elma dit de ne pas s'en faire, il en a aussi bénéficié, car ces monstres étaient parfaits pour monter de niveau. Elma a bien l'intention de prendre toutes les pierres magiques, cependant, et Harris accepte sans aucune plainte. Harris demande ensuite à Elma de former un groupe avec lui lorsqu'ils retourneront en ville. Il suppose qu'Elma a du mal à trouver du travail pour lui-même, et il sait que les classes défensives ne sont pas très populaires. Cela fait réfléchir Elma à la façon dont son père l'a maltraité lorsqu'il a découvert sa classe. Chevalier lourd est considéré comme défectueux dans ce monde, et son père lui a dit qu'il était complètement inutile. Étonnamment, Harris dit qu'il pense qu'Elma est incroyable et qu'il ferait une excellente équipe. Harris promet même d'aider à changer la vie de tous les autres après avoir vu à quel point Elma peut être incroyable. Malheureusement, Elma refuse son offre, alors Harris se demande pourquoi il préférerait continuer à se battre seul. Harris fait remarquer qu'Elma utilise une classe de bouclier et qu'il ne montera jamais de niveau efficacement tout seul. Il supplie Elma de ne pas être têtue, mais Elma devient très sérieux. Harris est pris au dépourvu, et Elma s'excuse simplement. Au fond de lui, Elma sait qu'Harris a raison car les classes défensives protègent normalement les alliés et attirent les attaques ennemies. Cependant, inclure des membres de groupe signifie qu'Elma devrait partager toute l'expérience qu'il gagne. Pour la façon dont Elma veut monter de niveau, c'est vraiment pénible. Elma veut gagner des niveaux, des objets, des compétences et des titres aussi rapidement que possible. Il doute également que quiconque croirait à sa connaissance du potentiel caché du chevalier lourd. Plus important encore, Elma n'a pas de temps à perdre car il lui reste encore tant de choses à accomplir, comme atteindre son plein potentiel et se venger de son père. Au fil de la journée, Harris continue d'essayer de convaincre Elma en disant qu'il fait cela pour son bien. Il souligne qu'Elma est incroyable, mais qu'il ne peut aller que si loin avec sa méthode actuelle. Il ne peut pas continuer à farmer des ranas éternellement, alors il dit qu'ils devraient viser plus haut ensemble. Juste à ce moment, Elma sent quelque chose de dangereux se cacher dans les arbres autour d'eux. Les tensions montent rapidement, et Harris commence à paniquer alors qu'il essaie de chercher ce qui arrive. Soudain, un monstre araignée géant tombe d'en haut. Harris est horrifié car cette créature ne devrait pas se trouver près d'une zone de chasse pour débutants. Harris esquive de justesse une attaque, et Elma vérifie les statistiques du monstre. Il découvre que cette bête est une arandipe de niveau 16, ce qui signifie que l'araignée géante a 2 fois le niveau d'Elma. Elma réalise qu'elle utilise une compétence appelée « rampe inquiétante » pour cacher sa présence. L'arandipe possède également,
poison ralentissant et une attaque dangereuse appelée griffe flamboyante. Malheureusement, la réflexion du rempart d'Elma est presque inutile lorsqu'il combat des ennemis de niveau bien supérieur, sa défense doit être 2 fois plus élevée que leur attaque, sinon la compétence ne s'activera pas. Elma détermine que son attaque, griffe flamboyante, le tuera en un seul coup si elle touche. Harris réalise qu'il a probablement attiré l'araignée vers eux, et il se blâme lui-même. Il est terrifié, mais il propose tout de même de distraire la bête pendant qu'Elma s'enfuit. Elma jette un coup d'œil à Harris, et il est assez évident à quel point il a peur. Notre héros refuse de s'enfuir et dit calmement à Harris qu'il va gérer le monstre lui-même. Harris pense qu'Elma a perdu la raison car les débutants ne peuvent pas vaincre une Arandipe. Il sait qu'Elma est vraiment fort, mais battre cette chose est juste physiquement impossible. Elma peut voir que ce combat sera dangereux, mais il déclare qu'il n'est pas complètement impossible à gagner. Elma ouvre son écran de statut et voit les 7 points de compétence qu'il a gagnés plus tôt. Il met chaque point dans serment de l'armure lourde et débloque une nouvelle compétence. La nouvelle compétence s'appelle désarmement, et elle réduit l'attaque d'un adversaire chaque fois qu'Elma porte un coup. Elma explique que la réduction est exactement de 20% et dure 1 minute. Il déclare que c'est la compétence dont il avait besoin car affaiblir l'Arandipe peut faire activer réflexion du rempart. Elma défie la bête et dit qu'il va s'occuper de ce monstre araignée. Ce combat est à haut risque et haute récompense, et Elma dit que rien ne le motive plus qu'un combat comme celui-ci. L'Arandipe charge sur notre héros, mais Elma évite ses bras puissants et reste calme. Elma connaît déjà ses schémas d'attaque et sa portée grâce au jeu, donc il est sûr qu'elle ne peut pas le toucher facilement. Le monstre attaque à plusieurs reprises, mais Elma continue d'esquiver en attendant le bon moment. Juste alors, l'Arandipe utilise rayon de poison, et Harris s'inquiète pour notre héros. Elma ne sourcille même pas alors qu'il déclare qu'il va délibérément encaisser cette attaque. Le poison le touche, mais notre héros a un plan. Il endure le poison, puis se précipite en avant et frappe la bête tout en utilisant désarmement. Son attaque l'endommage à peine, mais Elma est sûre que le debuff d'attaque a été appliqué. L'araignée furieuse enchaîne immédiatement avec griffe flamboyante et fracasse Elma avec la massive attaque brûlante. Harris est horrifié alors qu'il pense qu'Elma a été tuée, mais notre héros émerge de la poussière. Il dit à l'araignée que cette attaque ne fonctionnera pas. Elma explique que rayon de poison coûte 7 points de magie, tandis que griffe flamboyante en coûte 5. Parce qu'il connaît leurs coûts exacts, Elma peut suivre la quantité de magie qu'il reste à la bête. Ce n'est pas beaucoup, donc Elma sait ce qu'il doit faire. Elma s'avance et place un deuxième désarmement avant que l'Arandipe ne puisse l'arrêter. Cela réduit l'attaque de l'araignée de 20% supplémentaire pour une réduction totale de 40%. Elma révèle également quelque chose à propos du titre qu'il vient de recevoir, l'inébranlable, il augmente sa défense de 10% lorsqu'il maintient sa position. Avec ces 2 effets de désarmement et son titre actif, Elma a enfin assez de défense pour que son plan fonctionne. Il explique que les différences de niveau et de capacité peuvent toujours être surmontées avec les bonnes connaissances. La bête continue de le poursuivre, mais notre héros déclare que la victoire est déjà sienne. L'Arandipe attaque une fois de plus, mais Elma tient bon. Son attaque affaiblie échoue à le blesser, donc les conditions pour réflexion du rempart sont enfin réunies. Elma active réflexion du rempart, et un mur massif jaillit directement devant l'Arandipe. La créature est projetée en arrière et ne peut plus bouger. Elma déclare que le combat est terminé et met fin à la vie de l'araignée. Harris regarde avec émerveillement car Elma a vaincu un monstre qui aurait dû être impossible pour lui. Leur victoire fait passer Elma du niveau 8 au niveau 12 et lui récompense 4 points de compétence. Elma essaie de les ajouter dans serment de l'armure lourde, mais le système l'en empêche. Il indique que des points supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés à l'arbre de compétences pour le moment. Elma reconnaît ce message, et il réalise qu'une autre fonctionnalité de Magic World existe dans ce monde. Son arbre de compétences atteint encore le niveau 15, et Elma acquiert une nouvelle compétence appelée Parade. Elma est excitée car cela signifie qu'il a enfin toutes ses compétences de base. Harris n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir, et il se demande qui est vraiment Elma. Il admet qu'Elma peut probablement se battre seule et dit qu'il s'inquiétait pour rien. Il détermine qu'Elma se débrouillera sans lui, mais il remarque qu'Elma est en fait empoisonnée. Harris propose de l'escorter jusqu'à la ville, et Elma accepte son aide tout en le remerciant. Après qu'Elma a été guérie, les deux se disent au revoir. Harris remercie notre héros et espère qu'ils pourront rester amis lorsqu'ils se reverront. Plus tard, Elma se rend à la guilde des aventuriers pour pouvoir s'enregistrer officiellement en tant qu'aventurier. Il dit à la réceptionniste qu'il s'appelle Elma et qu'il est un chevalier lourd de niveau 12. Plusieurs aventuriers à proximité rient immédiatement car ils croient que les chevaliers lourds sont complètement inutiles. La réceptionniste traite sa demande, et Elma est officiellement approuvée en tant qu'aventurier de rang F. Elma nous explique qu'il existe 7 rangs d'aventuriers, le rang S étant le plus élevé. Un groupe doit contenir au moins un aventurier de rang E avant de pouvoir entrer dans un donjon. Elma a également découvert que le rang d'aventurier limite le nombre de points de compétence qu'il peut ajouter à serment de l'armure lourde, c'est pourquoi le système l'en a empêché plus tôt.
Elma doit atteindre le rang E dès que possible. Notre héros demande ensuite à trouver un groupe, mais la réceptionniste dit que les utilisateurs de boucliers sont rarement recherchés. Elle le prévient que cela pourrait prendre du temps, mais Elma décide d'y réfléchir plus tard. Des aventuriers à proximité continuent de l'insulter car personne ne veut faire équipe avec un chevalier lourd de bas niveau. Elma les ignore et sort le sac magique qu'il a apporté du manoir de sa famille. Elma pense à quel point le sac peut stocker un énorme nombre d'objets, donc il est content de l'avoir pris. Il veut échanger ces pierres magiques qu'il a obtenues en combattant, alors il déverse un tas sur le comptoir. Tous les membres de la guilde sont stupéfaits en voyant les pierres, et la réceptionniste demande à Elma s'il les a vraiment toutes collectées lui-même. Elma confirme qu'il a farmé chaque pierre seul, et il lui dit d'inclure cela dans son rapport. Les autres aventuriers l'accusent de tricher car ils ne peuvent pas croire qu'un chevalier lourd ait pu accomplir cela. Elma s'en moque car il a fini de s'enregistrer et a maintenant assez d'argent pour ses frais de subsistance. Avec ses problèmes résolus, Elma commence à penser à la partie qui excite ses instincts de joueur de Magic World. Il se demande avec impatience s'il y a des quêtes de promotion qu'il pourrait entreprendre immédiatement. La réceptionniste est surprise par sa question, mais elle confirme qu'il y en a techniquement une de disponible. Un peu plus tard, nous voyons qu'Elma a rejoint la quête de raid qui se déroule à l'intérieur d'un cimetière sombre. Le groupe comprend plusieurs aventuriers expérimentés ainsi que de nombreux débutants nerveux qui ont l'air complètement terrifiés. Un vétéran massif nommé Gotan s'approche après avoir entendu qu'un clown a rejoint leur quête de raid. Il regarde droit vers Elma et suppose que c'est lui le clown. Gotan dit qu'il y a beaucoup de débutants qui sous-estiment les guildes et les monstres avant de se faire tuer. Il refuse de croire qu'Elma ait vaincu une Arandip alors qu'il n'était que de niveau 12. Gotan traite Elma de menteur et dit que l'aventure ne pourrait jamais être aussi facile. Il promet ensuite de donner une leçon à Elma pendant que tout le monde regarde. Elma regarde l'immense aventurier qui se tient au-dessus de lui et réalise que cette situation est vraiment pénible. Elma déteste vraiment cette situation, mais il sait que les quêtes de raid sont une rare chance de promotion. Elma ne peut pas se permettre de rater ça, alors il doit jouer intelligemment. Au lieu de chercher la bagarre, il dit calmement à Gotan qu'il a hâte de travailler avec lui. Gotan dit qu'il n'aime pas cette réponse, mais il l'accepte quand même. Il appelle un gars nommé Ti et lui dit qu'il est temps de commencer. Ti utilise une compétence appelée recherche, et Elma la connaît bien. Il explique que la compétence de recherche détecte toutes les créatures dans une certaine zone. Elma note que c'est une compétence assez rare au bas niveau, et qu'elle prend du temps à utiliser. Finalement, Ti révèle qu'il y a une horde d'environ 30 monstres ennemis. Gotan le félicite pour son bon travail, et Ti ne peut s'empêcher de se vanter de sa compétence exceptionnelle. Il dit aussi qu'il espère que Gotan lui accordera cette promotion au rang E. Ti se tourne ensuite vers Elma et dit que son comportement bizarre à la guilde a suscité des rumeurs. Elma regarde l'équipement de Ti et il détermine que ce gars doit être un mage rouge. Les mages rouges ont de grandes capacités physiques et peuvent apprendre des sorts d'attaque ainsi que des sorts de soins. En plus de ça, ils peuvent aussi apprendre un large éventail de sorts de soutien. Ti dit alors qu'il serait impressionné si les rumeurs sur Elma étaient vraiment vraies. Il s'excuse moqueusement qu'Elma soit coincée avec la classe défectueuse. Elma apprécie son inquiétude, mais il fait très clairement comprendre qu'il aime sa classe. Ti essaie de le défier du regard comme Gotan l'a fait, mais Elma ne bronche même pas. Ti dit à ce dur à cuire de ne pas les retarder, et il s'en va. Elma ricane et pense à quel point le mage rouge est en fait l'une des classes les plus difficiles. À première vue, il semble capable de tout faire, et dans le jeu, ils étaient connus comme le typique touche-à-tout. Ce monde n'est cependant pas le jeu, et les gens favorisent naturellement les classes faciles à utiliser, donc il n'y a pas beaucoup de mages rouges. Un peu plus tard, Gotan rassemble tout le monde pour qu'ils puissent examiner la situation. Cette horde de morts-vivants qu'ils vont affronter est menée par un monstre appelé le chef Ghoul. Tout le monde est choqué car ils savent que c'est un monstre puissant. Gotan est un aventurier de rang D, alors il déclare qu'il gérera le boss lui-même. Il dit à tous les autres qu'ils devront garder leur distance tout en s'occupant de tous les faibles. L'un des aventuriers se demande s'il les protégera, et la réponse de Gotan est troublante. Il annonce qu'il ne protégera personne qui se retrouvera pris dans ce combat. Les aventuriers n'en croient pas leurs oreilles car ils comptaient sur lui. Ils pensaient qu'il n'aurait qu'à se tenir à côté de Gotan, mais il sera totalement concentré sur le boss. Elma, pendant ce temps, pense que le chef Ghoul est autour du niveau 30. Il n'a pas de compétences d'attaque, mais l'une de ses capacités est vraiment pénible. Elle s'appelle Souffle d'Hadès, et cette compétence transforme les cadavres en morts-vivants de bas niveau. Heureusement, ils ont Gotan, qui est un aventurier de rang D d'environ le niveau 40. Si les choses se passent bien, Elma est sûre qu'ils gagneront. Malheureusement, Elma regarde autour de lui et voit qu'il y a de sérieux problèmes avec leur équipe. Les débutants sont tous des lâches qui sont déjà convaincus qu'ils vont mourir. Ensuite, il y a l'arrogance de gars comme Ti, qui méprise tout le monde. Les débutants s'attendaient à ce que ce raid soit facile, mais leur chef insouciant ne veillera pas sur son équipe. Elma calcule que les chances qu'ils survivent tous ne sont que d'environ 80%. Ce sont des chances décentes pour un jeu, mais ce monde est une toute autre histoire. La mort ici est plus qu'un simple revers,
alors Elma décide de prendre la parole. Il dit à Gotan qu'il pense qu'il devrait donner des instructions plus spécifiques à tout le monde. Tout le monde est stupéfait, et Gotan se demande ce qu'il veut dire. Elma fait remarquer que le rapport sur la horde de morts-vivants n'est peut-être pas totalement exact. Il sera trop tard s'ils ne sont pas préparés et qu'ils attendent simplement que le pire arrive. Gotan est visiblement agacé, et les autres n'arrivent pas à croire qu'Elma lui fasse des suggestions. Gotan demande avec colère si Elma pense qu'il peut lui donner des ordres. La colère de Gotan ne cesse de croître jusqu'à ce qu'il se réjouisse de voir Elma remis à sa place. Elma dit qu'il n'essaie pas de lui donner des ordres, et il explique qu'il est simplement anxieux. Il s'humilie en disant qu'il est nerveux parce qu'il est un aventurier de bas niveau et inexpérimenté. Il dit qu'il est anxieux à propos de ce combat, et il fait remarquer que les autres ressentent la même chose. Il sait qu'un vétéran comme Gotan pourrait voir tout cela comme une routine. Cependant, les autres apprécieraient vraiment quelques instructions supplémentaires avant la bataille. Gotan déclare qu'il n'est pas un babysitter, mais étonnamment, il accepte de le faire. Malheureusement, Ti s'en mêle parce qu'il n'aime pas qu'Elma parle au nom de tout le monde. Il déclare que seuls ceux qui ont des classes défectueuses ont peur de quelques morts-vivants faibles. Ti se moque ensuite d'Elma pour avoir pleurniché auprès de Gotan juste avant la bataille. Les autres aventuriers admettent tranquillement qu'ils ont peur aussi, mais ils restent silencieux. Ti ruine les efforts de notre héros en annonçant qu'ils n'ont besoin d'aucune instruction pour faire face à ces monstres. Il dit que les lâches peuvent rester hors de leur chemin en courant vers l'arrière. Juste à ce moment, tout le monde doit se mettre en garde, car la horde de morts-vivants est enfin arrivée. Ils apparaissent dans toutes les directions, et Ti montre à quel point il est vraiment un lâche. Il tremble de peur, mais notre héros se prépare au combat. Le chef Ghoul annonce sa présence par un rugissement retentissant, et Ti tombe à terre. Gotan ne perd pas de temps et ordonne à Ti et Paul de dégager le chemin pour qu'ils puissent atteindre le boss. Il se précipite dans la bataille, et Elma prend un moment pour analyser le chef ennemi. Sa massue ne semble pas être quelque chose de spécial, alors il détermine que Gotan et les autres devraient s'en sortir. Elma dit ensuite aux aventuriers restants qu'il est temps de s'occuper des suivants du gros chef. Ils sont horrifiés, cependant, car ils ne veulent pas charger une armée entière de monstres. Ils savent que ces choses ne sont que des morts vivants, mais ils font remarquer qu'ils n'auront aucune chance s'ils sont encerclés. Ils disent qu'ils ne sont venus ici que parce qu'ils pensaient que Gotan assommerait les monstres pour eux. Au lieu de cela, ils ne se concentrent que sur le boss, alors ils ne savent pas quoi faire. Elma réalise maintenant pourquoi tous ces gars sont si peu motivés pour se battre. Il est assez clair qu'aucun d'eux n'a jamais eu à faire face à une horde de monstres auparavant. Pour empirer les choses, ils sont confrontés à des morts-vivants d'apparence effrayante, et on ne leur a donné aucune instruction appropriée. Elma comprend pourquoi ils hésitent tous, alors il décide de prendre les choses en main lui-même. Il ordonne à tout le monde de former des équipes de 3 pour qu'ils puissent se couvrir mutuellement. S'ils parviennent à faire cela, les morts-vivants ne pourront pas les vaincre. Les aventuriers acceptent de le faire, mais ils se demandent ce qu'Elma va faire. Elma révèle qu'il sera sur la ligne de front, attirant les morts-vivants vers lui. Cela leur donnera un peu de temps pour se rallier. Les autres font remarquer que c'est beaucoup trop risqué pour lui de faire ça tout seul. Les chevaliers lourds sont vraiment lents, et il ne pourra pas se soigner assez vite. Juste à ce moment, un mort-vivant essaie d'attaquer l'aventurier, mais Elma le dévie instantanément avec sa compétence parade. Cette compétence utilise une épée ou un bouclier pour dévier les attaques ennemies et créer des ouvertures. Elma part plusieurs autres attaques avec facilité, et les aventuriers regardent, émerveillés. Elma utilise ensuite désarmement alors qu'il fait rage à travers toute la horde avant d'éliminer tout un groupe de morts-vivants avec réflexion de rempart. Les aventuriers sont stupéfaits car Elma a éliminé tous ces monstres en un clin d'œil. Elma leur dit de ne pas s'inquiéter car attirer des hordes d'ennemis est le travail d'un chevalier lourd. Il dit que si quelque chose d'imprévu se produit, il veut qu'ils le disent aux autres immédiatement. Elma annonce qu'il les aidera aussi, et le groupe n'en croit pas ses yeux. La bataille fait rage, et Elma affronte seule la plupart des morts-vivants. Les aventuriers n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient car Elma est censée n'être qu'un chevalier lourd. Vaincre autant de monstres fait passer Elma au niveau 16, et il gagne un autre point de compétence. Elma est très satisfait car Parade fonctionne encore mieux que prévu. Combattre autant d'ennemis à ce niveau est aussi vraiment efficace pour monter de niveau. Il vérifie ses statistiques, et il est ravi de voir que tout augmente régulièrement. Les aventuriers font remarquer qu'Elma a dit qu'il se contenterait d'attirer les monstres. Au lieu de cela, il les fauche pratiquement tous sans aucune aide. Il commence à se demander s'il devrait rester derrière lui pour plus de sécurité. Elma est très fiable, mais maintenant il les effraie encore plus que les morts-vivants. Après un long moment, nous voyons que les aventuriers sont épuisés par tout le combat. Elma se tient devant un tas de monstres, et il annonce qu'ils se sont occupés de la majeure partie de la horde. L'un des aventuriers se demande s'il devrait maintenant aller aider Gotan. Elma explique que le chef Ghoul est d'un niveau bien supérieur au leur. Cela étant, il devrait laisser Gotan s'en occuper lui-même. Pendant ce temps, Gotan est en plein combat féroce contre la bête géante. Il la frappe plusieurs fois, mais la bête grogne simplement contre lui. Gotan devient frustré car le monstre obstiné ne veut toujours pas tomber. Il doit repousser quelques morts-vivants,
alors il ordonne à Ti et Paul d'attirer plus de morts-vivants vers eux. Malheureusement, les deux gars sont trop terrifiés pour même bouger. Gotan les traite de lâches et déclare qu'ils n'obtiendront pas cette promotion s'ils ne font rien. Ils le savent déjà, mais ils refusent de s'approcher davantage du chef Ghoul. Ils ne veulent pas être pris dans le combat, alors ils ne peuvent qu'assister à distance. Juste à ce moment, le chef Ghoul attaque Gotan, alors il prépare une contre-attaque. Il frappe le chef Ghoul avec une puissante attaque appelée Brise-Roche. La bête est vraiment blessée maintenant, et tout le monde est impressionné par Gotan. Elma vérifie les statistiques de la bête et pense à comment ils ont la victoire en poche. Gotan pourrait éliminer les PV restants du chef Ghoul avec juste un coup de plus. Le seul problème est qu'un tas de morts-vivants sont maintenant sur le chemin. Les aventuriers se demandent s'ils devraient attaquer les morts-vivants, mais Elma leur dit d'attendre. Juste à ce moment, le chef Ghoul choque tout le monde en commençant à dévorer tous les morts-vivants à proximité. Il en mange un après l'autre, consommant au moins 10 d'entre eux. Les aventuriers sont horrifiés en voyant la santé du monstre se rétablir. Elma explique que cette chose a une compétence appelée consommation de cadavres. Cette compétence lui permet de récupérer des PV en mangeant des cadavres et des morts-vivants. Nos héros sont pris au dépourvu car normalement, il n'y a qu'une très faible chance pour que les chefs Ghoul aient même cette compétence. Autre chose le dérange, et Elma ne peut s'empêcher d'y penser. La compétence consommation de cadavres ne devrait pas obliger la bête à manger autant de morts-vivants juste pour guérir une fois. Le monstre continue de se goinfrer, et Elma commence à réaliser ce qui se passe vraiment. La vraie raison pour laquelle il mange autant est évidente pour lui, et la bête pousse un rugissement. Malheureusement, l'inconscient Gotan est juste content que tous ces morts-vivants embêtants soient enfin partis. Il se précipite pour affronter à nouveau le boss, mais Elma lui dit désespérément de s'arrêter. Gotan ignore l'avertissement et déclare qu'il réglera ça rapidement. Il s'élance pour le coup de grâce, mais quelque chose d'horrible se produit. Il est obligé de s'arrêter net alors que la bête commence à libérer une énorme quantité d'énergie. Elle crie comme un véritable monstre, et les autres ne savent pas ce qui se passe. Même notre héros est choqué quand elle commence à se transformer. Le chef Ghoul évolue en une créature bien plus terrifiante appelée Tête Folle. Il monte de niveau, passant du niveau 33 au niveau 40 sous les yeux de tous. Il est clairement beaucoup plus dangereux maintenant, et tout le monde regarde avec terreur. Alors que tout le monde fixe la bête, complètement sous le choc, Elma explique ce qu'on appelle l'évolution existentielle. C'est un événement rare qui se produit lorsque certaines conditions sont remplies, cela fait principalement référence à des monstres qui éveillent des capacités latentes et se transforment en une autre espèce pour échapper à des situations difficiles. Même dans le jeu du monde magique, les conditions exactes de l'évolution existentielle n'ont jamais été claires. À ce moment précis, Elma réalise que la bête s'apprête à faire quelque chose, et il dit à Gotan de s'éloigner. Il est trop tard, cependant, car elle déclenche une attaque et étourdit Gotan. Elma ordonne à Ti et Paul de distraire le monstre, mais ils sont terrifiés. Ti est certain que la bête mettra fin à ses jours s'il essaie de l'attaquer avec de la magie. Elma lui rappelle rapidement qu'ils perdront tous la vie si Gotan est mis à terre. Malheureusement, ils n'agissent pas assez vite, et la bête attaque Gotan. Gotan est complètement sans défense, et il subit d'importants dégâts tandis que les autres ne peuvent que regarder. Gotan est maintenant paralysé, et la bête s'approche pour achever le travail. Les autres aventuriers ne peuvent pas supporter de regarder, mais notre héros intervient pour sauver Gotan. L'attaque du monstre est cependant incroyablement puissante, ce qui repousse Elma. Elma dit aux autres qu'il va attirer le monstre vers lui pour qu'ils puissent atteindre Gotan. Leur seule chance de gagner ce combat est de lancer des sorts de soins et de guérison de la paralysie sur leur chef. Ti n'a cependant que le sort de soin, car il a utilisé tous ses points de compétence pour augmenter son attaque. Il ne peut rien faire contre la paralysie, alors Elma se demande pourquoi Ti a fait une telle construction de personnage. Ils doivent au moins soigner Gotan, alors Elma leur dit de l'emmener en lieu sûr. Les lâches obéissent enfin, et ils courent chercher Gotan. Pendant ce temps, Elma pense à la façon dont les gens se remettent du poison d'un madaté en moyenne après 3 minutes. Il doit simplement survivre assez longtemps pour que Ti soigne Gotan afin qu'il puisse revenir au combat. Notre héros ne peut cependant s'empêcher de remarquer que la réalité est vraiment différente du jeu. Elma ne recule pas d'un seul instant alors qu'il déclare qu'il combattra le madaté jusqu'au retour de Gotan. Les autres aventuriers pensent qu'Elma est fou parce que les aventuriers de rang F ne peuvent pas combattre une telle bête, certains d'entre eux commencent même à s'enfuir car ils savent qu'ils seront les prochains après que la bête aura éliminé Elma. Elma ne se soucie pas qu'ils partent car il ne durerait probablement pas plus de 10 secondes dans ce combat. De plus, il ne peut pas se permettre de défendre des aventuriers de bas rang tout en combattant cette bête. Elle se met à crier comme une folle, mais Elma ne bouge pas d'un pouce. Il pense simplement à l'énorme différence de niveau entre lui et le monstre. Il est au niveau 16, tandis que le madaté est au niveau 40. Une seule erreur signifiera sa mort, il doit donc être prudent. À ce moment, le madaté se renforce une fois de plus, et notre héros parvient tout juste à esquiver son attaque. Étonnamment, Elma court dans l'autre direction, et la bête le poursuit. Elle finit par perdre la trace de notre héros, alors Elma essaie de la tromper.
Il la fait regarder dans une direction en lui lançant une pierre, puis il s'approche pour une attaque. Malheureusement, la bête l'évite et est presque stupéfaite de voir que c'est maintenant elle qui a perdu la trace de son adversaire. La bête réussit à porter une attaque surprise, et elle envoie notre héros voler. Elma réitère que la différence de niveau est trop grande, et il dit que la situation est mauvaise. Il n'avait jamais imaginé qu'il affronterait un adversaire aussi puissant alors qu'il était si peu préparé. Cependant, il estime que c'est un très bon test de ses capacités. Il déclare qu'il ne serait pas un homme si ce combat ne lui faisait pas battre le cœur. Il charge à nouveau, et les autres aventuriers ne comprennent pas ce qui se passe. Le chevalier lourd tient quand même tête au monstre qui a mis Gotham à terre. Un gars est vraiment impressionné, et il se demande si Elma pourrait peut-être gagner. L'autre aventurier lui dit de ne pas être stupide parce qu'Elma est en train de perdre lentement, c'est un miracle qu'il soit encore en vie, et il ne tiendra probablement pas beaucoup plus longtemps. Elma continue d'esquiver les attaques, mais il réalise quelque chose, s'il continue de laisser le Madaté attaquer, il finira par être touché. Il sait qu'il devra contre-attaquer s'il veut tenir la bête en respect. Elma fait apparaître son écran de statut, et il met quelques points dans le maniement de l'épée de débutant. Il atteint le niveau 5, et il acquiert la compétence coup vital. Cela permettra à Elma de porter un coup puissant avec sa lame à distance 0, de plus, c'est très efficace contre les cibles avec une défense élevée. Le combat continue, et Elma utilise la parade pour éviter d'être touché. Il comble l'écart avec une vitesse incroyable, et il utilise le coup vital pour la première fois. Tout le monde est stupéfait car il a réussi à infliger des dégâts. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, car la bête n'a presque rien remarqué. Elma pense à la façon dont le coup vital sacrifie la portée de la lame de l'utilisateur. Pour cette raison, tous les autres aventuriers considéraient cette compétence comme défectueuse. Cependant, son efficacité à infliger des dégâts fonctionne très bien pour le chevalier lourd, avec sa faible attaque et sa haute défense. Notre héros sait pourtant que cela ne suffira pas pour vaincre la bête. Il doit continuer à esquiver alors que la créature attaque sans aucun contrôle. Juste alors, Elma dit que le vrai combat commence maintenant, mais il révèle que son travail est terminé. La bête est confuse, mais ce qu'Elma voulait dire devient clair lorsque Gotham rejoint le combat. Il s'écrase sur la bête et utilise son attaque fendante de tueur de dragon. Le monstre hurle de douleur alors que l'attaque inflige une quantité de dégâts insensés, et sa vie prend fin. Tout le monde célèbre, et Elma gagne assez d'expérience pour passer du niveau 16 au niveau 23. Gotham est vraiment impressionné par lui, car il n'arrive pas à croire qu'un simple aventurier de rang F ait survécu contre un monstre qui a failli le vaincre. Elma admet qu'il était presque à sa limite, alors il remercie Gotham d'être arrivé à ce moment-là. Tout le monde retient son souffle, car ils ne savent pas comment Gotham va réagir. À la grande surprise de tous, Gotham s'excuse auprès de notre héros. Il admet que son leadership était inadéquat, et il dit qu'il a été imprudent. Il dit qu'Elma avait raison sur tout, donc c'est en fait lui qui mérite une récompense pour avoir vaincu la bête. Tout le monde reste sans voix car la récompense est la pierre magique de niveau 40, et elle est vraiment précieuse. Elma pense qu'il pourrait vraiment utiliser cet argent car il est fauché en ce moment. Il se demande quand même si c'est vraiment acceptable, et Gotham dit que oui. Juste alors, il remarque que le rare monstre de niveau 40 a aussi laissé tomber un objet. Gotham est évidemment émerveillé par le bouclier impressionnant, alors Elma se demande s'il le veut. Gotham dit que ce serait ridicule car il ne revient jamais sur sa parole. Il est clair qu'il l'aime, cependant, quand il demande s'il peut vérifier la description de l'objet. Tout le monde est amusé par cela, et Elma lui permet de regarder. Notre héros ramasse son nouveau bouclier, et son écran de statut révèle qu'il s'appelle Rage du démon. Il ajoute 25 points à la défense de son utilisateur, et son prix sur le marché est de 3 millions d'or. De plus, après avoir bloqué une attaque, la prochaine attaque de son utilisateur reçoit 8 points bonus. Les aventuriers sont tous stupéfaits car 3 millions d'or est une somme d'argent incroyable. Elma pense alors que la réflexion du rempart ne s'active que lorsque son armure est frappée. Cependant, avec ses statistiques, il pourrait neutraliser des attaques de son niveau avec ce seul bouclier. Il va le garder car, s'il vendait quelque chose d'aussi précieux, cela attirerait beaucoup d'attention indésirable. Ensuite, Elma se demande ce qui va se passer pour sa promotion. Gotham lui dit de ne pas s'inquiéter car il va dire à la guilde que ce serait leur perte s'il ne le promouvait pas. Tout le monde est choqué car Gotham soutient vraiment Elma. Gotham dit qu'il va s'assurer qu'il promeuve Elma dès que possible. Il révèle que la guilde lui a dit de s'assurer qu'Elma ne triche pas, cependant, il a réalisé que leur avertissement était mal fondé. Il déclare que si quelqu'un s'oppose à la promotion d'Elma, alors il le mettra KO. Il rit comme un fou, et T l'interrompt pour lui demander sa propre promotion. Il fait remarquer que c'est son sort de soin qui a ramené Gotham dans le combat, mais Gotham le fait taire. Il fait remarquer que T a perdu son sang-froid devant la bête, donc il ne peut pas approuver sa promotion, il rencontrerait des défis bien plus grands dans les donjons, et il n'est manifestement pas prêt. Gotham lui dit d'aller s'entraîner avec des quêtes qu'il peut réellement gérer, alors T s'en va. Le lendemain, nous voyons que la ville est aussi animée que jamais. Notre héros se rend à la guilde avec Gotham,
et la réceptionniste donne la récompense pour avoir terminé le raid. D'abord, elle donne à Gotan un petit sac contenant 130 000 pièces d'or, et tout le monde dans la guilde observe attentivement. Elle donne ensuite à Elma un sac beaucoup plus grand contenant 200 000 pièces d'or pour les 10 pierres magiques blanches qu'il a apportées. Tout le monde est étonné, mais ils sont vraiment choqués quand elle dit qu'il y a plus. La prochaine récompense d'Elma sera pour la pierre magique qu'il a obtenue du Madaté. C'est le plus grand sac jusqu'à présent, et il contient 600 000 pièces d'or. Gotan éclate d'un grand rire parce qu'Elma a en fait gagné plus que lui cette fois-ci. Tout le monde dans la guilde commence à chuchoter à propos d'Elma car il est censé n'être qu'un chevalier lourd inutile. Même la réceptionniste doit demander à Gotan si Elma a vraiment vaincu la variante du chef Ghoul. En même temps, les autres aventuriers se souviennent qu'Elma était le même gars qui avait fait sourciller quand il avait apporté des pierres magiques de haut niveau l'autre jour. Ils pensent tous encore que les classes défensives sont défectueuses, alors ils supposent qu'Elma doit utiliser une sorte d'astuce. Tout le monde devient très agité, et ils exigent que Gotan dise quelque chose. Ils veulent tous savoir comment une classe défensive comme le chevalier lourd a pu éliminer autant de monstres. Finalement, Gotan perd patience, et il se met à crier sur tout le monde. Il déclare que s'il doute d'Elma, alors il l'insulte aussi lui pour avoir approuvé sa promotion. Tout le monde se tait, et nous pouvons voir qu'Elma est reconnaissant. Dehors, Elma remercie Gotan pour tout, et ils se séparent. Tout va pour le mieux alors qu'Elma pense qu'il vient d'être promu au rang E. Il traverse la ville, et il se demande ce qu'il devrait faire maintenant. Il est maintenant de rang E, donc il peut entrer dans les donjons et récolter de l'or. Cependant, la stratégie de la réflexion du rempart qui nécessite une défense écrasante ne fonctionne que contre les ennemis de départ. Avec sa configuration de compétences actuelle, il va rester bloqué à monter des niveaux pendant un moment. Il détermine qu'il devrait chercher un certain objet, c'est le livre de compétences Croc d'insanité ardente. Il explique que les livres de compétences sont des objets nécessaires pour débloquer des arbres de compétences. Ils sont incroyablement rares, donc il n'en trouvera pas tout de suite, mais en chercher un est gratuit. S'il peut combiner le serment de l'armure lourde et le croc d'insanité ardente, alors il serait paré. Ces deux arbres de compétences fonctionnent ensemble pour compléter le chevalier lourd. Elma explique que le chevalier lourd complet n'est plus un spécialiste de la défense, même l'appeler un spécialiste de l'attaque ne serait pas juste non plus. La seule chose qui convient est de l'appeler une arme humaine. Il déclare que le croc d'insanité ardente est essentiel pour libérer le potentiel du chevalier lourd. Alors qu'Elma traverse la ville, il pense à la façon dont le livre de compétences Croc d'insanité flamboyante est un objet clé pour un chevalier lourd. Ce serait génial s'il pouvait en trouver un dans la ville, alors il se dirige vers une boutique proche. Il veut acheter 3 potions de soins, mais il est stupéfait d'apprendre que cela lui coûtera 72 000 pièces d'or. C'est bien plus cher que dans le jeu, mais il n'y peut rien. Il paie et demande à la vendeuse si elle sait où il peut acheter des livres de compétences. La vendeuse pousse un soupir, et Elma explique qu'il n'a trouvé aucun livre de compétences dans aucune des boutiques. Il pense à comment, dans le jeu, un chevalier lourd est bloqué en mode tutoriel jusqu'à ce qu'il trouve le livre de compétences Croc d'insanité flamboyante. Elma ne peut pas se permettre d'attendre, il doit en trouver un immédiatement. La vendeuse s'étonne qu'il puisse être si ignorant et suppose qu'il est un aventurier de première année qui vient d'obtenir sa classe. Elle explique que l'achat et la vente de livres de compétences sont interdits. Les gens sont autorisés à utiliser les livres de compétences qu'ils acquièrent, mais sinon, la guilde des aventuriers les donne aux nobles et à l'église. Elma est stupéfait car c'est son pire cauchemar. Les livres de compétences sont d'une rareté extrême, et il ne pourrait jamais en trouver un par lui-même. De plus, on ne peut même pas espérer trouver un livre de compétences que l'on désire vraiment. Elma avait bien senti que les nobles étaient plus puissants ici que dans le jeu, et cela le confirme. Pour empirer les choses, son père possède probablement tous les livres de compétences collectés dans cette ville. La vendeuse voit que cela le tracasse, alors elle dit qu'elle va l'aider. Elle n'est pas censée lui dire ce qu'elle s'apprête à révéler, mais elle a décidé de faire une exception. Elle dessine une carte et dit à notre héros de s'y rendre. Elma ne peut que se demander ce que c'est, alors elle explique qu'il y a une boutique là-bas qui traite des objets de récupération. Elma se souvient que les récupérateurs sont des gens qui pillent les corps des aventuriers décédés. Elma dit qu'il pensait que ces objets étaient censés être signalés à la guilde des aventuriers. La jeune fille révèle que les récupérateurs et la guilde ont un accord tacite. La guilde est au courant de ces boutiques souterraines et les laisse tranquilles. C'est parce qu'il est notoire que certains aventuriers peuvent survivre sans récupérer. Aussi, si tout le monde suivait simplement les règles, la plupart des objets finiraient entre les mains des nobles plutôt que dans celles des familles des aventuriers décédés. Elle explique que les nobles achètent les livres de compétences à bas prix et les thésaurisent au lieu de les utiliser. Cela la dérange visiblement, car elle dit que les nobles ne savent pas à quel point il est dur d'être aventurier. Elma n'en revient pas d'avoir été si naïf car, s'il n'avait pas retrouvé ses souvenirs, il serait probablement encore un noble. Il pense qu'il préférerait mettre fin à ses jours plutôt que de dire à quiconque qu'il est le fils d'un noble. Elma suit ensuite la carte pour trouver la boutique mystérieuse. À l'intérieur, il est accueilli par une fumée épaisse,
et il se demande si cet endroit aura ne serait-ce que des livres de compétences. En regardant autour de lui, il est ravi d'en trouver 5. Cet étrange marchand dit à Elma que cette salle des grimoires brisés n'est pas pour les débutants comme lui. Elma s'empresse de dire qu'il a de l'or et qu'il aimerait regarder ses livres de compétences. Elle lui donne la permission car ses empreintes sales ne les rendront pas moins précieux. Elma jette un coup d'œil et il est choqué de constater que le livre de compétences tir à l'arc débutant est vendu 2 millions de pièces d'or. C'est insensé car c'est 500 000 pièces d'or de plus que dans le jeu. Il se souvient que, dans le jeu, le prix du marché était basé sur les échanges entre joueurs. Il détermine que ce prix est probablement aussi basé sur les prix du commerce réel. Elma réalise que le prix des livres de compétences est gonflé parce que les nobles les thésaurisent. Notre héros est encore plus choqué quand la vieille dame dit que, pour ce livre, elle facturerait 3 millions de pièces d'or. Elle dit qu'elle doit facturer plus car c'est un commerce très risqué. Les officiels ferment les yeux, mais si leur supérieur le découvre, elle pourrait y laisser sa tête. Elma n'arrive pas à croire que, dans ce monde, même les livres de compétences de base pour débutants soient extrêmement chers. Même s'il vend le bouclier de la rage du démon, il n'aura que 3 millions de pièces d'or au total. Il est sûr que cela ne suffirait pas pour acheter un livre de compétences extrêmement rare comme celui qu'il recherche. Les 5 livres de la boutique sont aussi assez rares, mais ce n'est pas ce qu'il cherche. Juste à ce moment, il remarque un livre de plus, et il est stupéfait de constater que c'est le croc d'insanité flamboyante. Il peut à peine garder son calme car c'est un arbre de compétences essentiel pour un chevalier lourd. Elma se rapparaît s'il peut juste l'acheter, mais la vieille dame voit à quel point il est excité. Elle le trouve étrange de vouloir ce livre, et Elma demande combien il coûte. La dame révèle qu'elle le facture 50 millions de pièces d'or, et notre héros est abasourdi. C'est bien plus qu'il ne peut se permettre, et il a quelques idées sournoises. Il dit qu'il est étonné que cette dame garde une marchandise si chère sans aucune garde. Elle sent qu'Elma la pense faible, alors elle lui dit d'essayer de faire quelque chose. Elle révèle qu'elle a jeté 5 types l'autre jour toute seule. Elma n'a pas d'autre option, alors il demande à la dame si elle peut lui garder le livre de compétences. Il promet de revenir avec 50 millions de pièces d'or, mais la dame prend un moment pour réfléchir. Finalement, elle accepte de le lui garder, mais seulement s'il paie 5 millions de pièces d'or supplémentaires. Elle marchande vraiment dur, et Elma n'est pas en mesure de refuser. Après avoir quitté la boutique, Elma pense à quel point sa situation est mauvaise. 55 millions de pièces d'or, c'est 60 fois ce qu'il a gagné avec cette quête de raid qu'il a faite. Il ne peut pas vraiment se plaindre, cependant, car il n'imagine même pas à quel prix se vendent les livres de compétences plus puissants. Le croc d'insanité flamboyante est un arbre de compétences rares, donc les seules personnes qui le veulent sont les chevaliers lourds et les accros du combat. Elma ne veut même pas penser au prix de vente des livres de compétences plus populaires. Il détermine que tout ce qu'il peut faire maintenant est de chercher des moyens de gagner de l'argent. Il pourrait essayer de s'enrichir rapidement en farmant des butins rares dans les donjons. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas car les chevaliers lourds n'ont pas de compétences pour infliger des dégâts constants. Il envisage de farmer des monstres faibles avec réflexion rempart, mais cela prendrait trop de temps. Il pense qu'il pourrait trouver un autre livre de compétences et monter de niveau ses arbres de compétences, mais cela ne fonctionnera pas non plus. Il cesserait de les utiliser une fois qu'il aurait acquis le croc d'insanité flamboyante, et il préférerait ne pas gaspiller de points de compétences. Finalement, il réalise qu'il aurait beaucoup plus d'options s'il faisait équipe avec d'autres aventuriers. Il pense aux aventuriers qu'il a rencontrés jusqu'à présent, y compris Gothon, qui a pris sa défense. Il détermine que trouver des alliés sera sa meilleure option. Juste à ce moment, il surprend une groupe parler d'un butin fou qu'ils viennent d'obtenir dans un donjon. C'est une épée trempée de sang, dont le prix sur le marché est de 2 millions de pièces d'or. La fille nommée Lucie dit que c'est grâce à ses compétences. Mais son groupe l'ignore. Le gars se demande même si elle a vraiment fait quoi que ce soit. Il fait remarquer qu'ils ont enfin obtenu ce butin rare après avoir visité le donjon un tas de fois. Il n'est pas sûr que cela ait un lien avec les compétences de Lucie. Lucie ne peut pas vraiment le nier, mais elle dit que s'ils visitent plus de donjons, ils verront la différence qu'elle fait. Elle dit qu'ils ne font que commencer en tant qu'équipe, mais le gars lui fait remarquer grossièrement qu'elle est vraiment faible. Elle ne faisait que les retenir, et il se demande si elle pensait vraiment qu'elle aurait une part de la vente. Lucie est horrifiée car elle leur faisait confiance. Elle essaie de faire remarquer qu'elle a risqué sa vie en combattant sur la ligne de front avec eux, donc elle aimerait au moins 100 000 pièces d'or. Ce n'est qu'un 120e de ce pourquoi ils le vendront, mais ils ne sont même pas prêts à lui donner ça. Le gars admet qu'elle a risqué sa vie, mais elle n'a tout simplement pas de compétences d'attaque décentes. Elle ne fait qu'absorber les dégâts, et c'est là le problème. Il dit qu'elle n'est pas vraiment utile, et cela fait vraiment mal à Lucie. Elle commence à trembler, mais elle surprend les autres lorsqu'elle se défend. Elle admet qu'elle n'a pas de compétences d'attaque, mais c'est parce qu'elle a assigné ses points de compétences comme ils le lui ont dit. Il ne la traite d'inutile qu'après avoir gagné beaucoup d'argent, et elle dit que c'est vraiment méchant. Le gars se sent insulté et dit à Lucie qu'elle est confuse. Il dit qu'il n'a fait qu'une suggestion, et que c'est elle qui a réellement assigné ses points de compétences.
Maintenant, elle le blâme et exige une part alors qu'elle n'a rien contribué. Elma regarde et pense que ce genre de choses arrivait toujours dans Magic World. Un mauvais build et une dispute sur la façon de partager le trésor est une histoire vieille comme le monde. Vous assignez vos points de compétence pour vous adapter à votre groupe, mais la situation change et vos choix deviennent dénués de sens. Le gars accepte de lui donner une part, alors il jette vraiment 100 000 pièces d'or par terre. Il lui dit de les ramasser et de disparaître. Il dit qu'ils l'ont gardée même si elle est faible et n'a pas de compétences d'attaque. Maintenant, elle montre son vrai visage car elle est aveuglée par des broutilles. L'autre fille est plutôt d'accord et dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de partager la richesse qu'ils ont acquise. Ils ont réussi à retourner la situation contre Luchi, car elle s'excuse de les avoir contrariés. Elle dit qu'elle ne veut même plus de l'or, mais ils lui disent qu'il est trop tard. Le gars lui souhaite bonne chance pour trouver un nouveau groupe, mais il ne sait même pas qui voudrait recruter une ratée comme elle. Il la laisse derrière, et elle m'a dit qu'il a déjà vu des choses comme ça auparavant. Il est courant que certaines relations ne durent qu'aussi longtemps que l'argent dure. Pour rendre les choses encore plus difficiles, le système de points de compétence est impitoyable. Vous devez farmer des monstres de niveau supérieur au vôtre pour obtenir de l'expérience décente. Si votre build est mauvais et que vous avez du mal contre des ennemis de votre niveau, alors augmenter votre niveau devient incroyablement difficile. Elma pense à ce que les autres ont dit à Luchi sur le fait qu'elle n'a pas de compétences d'attaque décente et qu'elle ne fait qu'encaisser les coups. Elma se demande si cette fille a mis ses points dans le boost de vitesse ou un arbre de compétences d'armes dont elle n'a pas besoin. Il remarque qu'elle est une Harley Quinn, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir un arbre de soutien. Juste à ce moment, Elma réalise ce qui se passe réellement. Il se souvient que le groupe a été surpris d'obtenir un butin aussi rare et que Luchi a dit que c'était grâce à ses compétences. Elma est complètement stupéfait en se demandant si Luchi possède un certain arbre de compétences précieux. D'après leur conversation, Elma est sûre qu'elle doit l'avoir. Il dit que, s'il a raison, alors Luchi possède un arbre de compétences sérieusement déséquilibré. Luchi poursuit désespérément les autres en s'excusant d'avoir été égoïste. Elle promet de ne plus jamais demander d'argent tant qu'ils la laisseront rester dans le groupe. Juste à ce moment, elle est choquée de voir qu'Elma l'a désespérément poursuivi. Elle panique parce qu'il est essoufflé, mais Elma lui dit d'écouter. Il dit qu'il aimerait vraiment qu'elle rejoigne son groupe, et tout le monde est stupéfait. Luchi est sous le choc lorsqu'Elma la supplie de former un groupe avec lui. Il promet qu'elle ne le regrettera pas, et il lui propose même un partage 80/20. Luchi suppose qu'elle obtiendrait les 20%, alors elle dit qu'elle ne pourrait pas survivre avec ça. Elma clarifie les choses en expliquant qu'elle obtient les 80, tandis que lui obtiendra les 20. Le type nommé Klein interrompt Elma et exige de savoir qui il se prend pour. Elma se présente et révèle qu'il a entendu que Luchi quittait leur groupe. Cela étant, il dit qu'il est venu ici pour la recruter pour lui-même. Klein se demande si Elma a perdu la tête, parce que Luchi est terrible au combat. Elle n'arrive même pas à monter de niveau correctement, mais Elma dit que ce n'est pas grave et que ce n'est pas un problème pour lui. Klein dit qu'il espère qu'Elma ne le regrettera pas, parce que prendre cette fille inutile lui épargne un peu de culpabilité. Il donne moqueusement à Elma la permission de la prendre, mais notre héros dit qu'il ne demande pas la permission. Klein est pris au dépourvu, alors il exige de connaître le niveau d'Elma et sa situation de groupe. Elma révèle qu'il est un chevalier lourd solitaire de niveau 23 et un aventurier de rang E. Klein fait remarquer que quelqu'un de son niveau devrait savoir exactement à quel point Luchi est vraiment inutile. Luchi admet qu'elle n'est que de niveau 13, alors elle dit que rejoindre Elma n'est peut-être pas une bonne idée. Elma ne bronche pas du tout et répète que ce n'est pas grave et que ce n'est pas un problème. À ce moment-là, la fille nommée Ray tire Klein de côté parce qu'elle pense qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Elle fait remarquer qu'il est bizarre qu'un aventurier de rang essaie si désespérément de recruter Luchi. Elle commence à penser que les compétences de Luchi sont plus utiles qu'ils ne l'ont jamais réalisé. Klein la rabroue en déclarant que les compétences de Luchi n'ont rien fait et qu'elles sont inutiles. De plus, il dit qu'un chevalier lourd n'aurait pas pu atteindre le niveau 23 tout seul. Il pense qu'elle ment, qu'il a été exclu de son groupe, ou qu'il drague juste Luchi. Klein admet qu'ils ne veulent pas que la rumeur se répande qu'ils ont exclu quelqu'un pour sa mauvaise construction. C'est pourquoi Klein change immédiatement d'attitude et commence à être gentil. Il dit à Elma qu'ils attendaient quelqu'un comme lui. Surprenamment, il dit qu'il veut qu'ils prennent bien soin de Luchi. Luchi ne pourrait pas être plus heureuse alors qu'elle accepte avec gratitude l'offre généreuse d'Elma. Elle a hâte de travailler avec lui, et Elma dit qu'il ressent la même chose. Il pense qu'il a officiellement gagné son tout premier membre de groupe. Malheureusement, Klein n'a pas encore fini. Alors qu'il félicite les deux pour leur nouveau groupe, il rappelle à Luchi qu'elle n'a jamais acheté d'armes décentes, alors il pointe les 100 000 pièces d'or qu'il a jetées par terre. Il appelle ça un cadeau d'adieu et dit à Luchi de les ramasser par terre. Luchi le remercie et elle va les chercher, mais Elma lui dit de ne pas les ramasser. Au lieu de cela, il dit à Klein de ramasser lui-même les pièces qu'il a jetées par terre. Il fait remarquer que même un enfant peut faire ça, et appeler ça un cadeau après l'avoir jeté est tout simplement ridicule. Tout le monde est stupéfait, et Elma dit à Luchi qu'il est temps d'y aller. Elle se demande s'ils vont vraiment laisser autant d'argent,
et Elma dit qu'il s'en moque. Il explique qu'il vaut mieux ne rien devoir à des gens comme eux. Klein est furieux alors qu'ils partent, et il leur dit de s'amuser à être inutiles ensemble avec leur classe défectueuse. Un peu plus tard, Lucy remercie Elma de l'avoir invitée à rejoindre son groupe. Elle se demande timidement s'il l'a aidée parce qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. C'est la seule raison qu'elle peut imaginer pour qu'une personne de niveau supérieur au sien prenne sa défense. Elle déblatère sur le fait d'être mignonne, mais Elma coupe court à toutes ses bêtises. Il devient très sérieux et va droit au but. Il lui demande si elle a un arbre de compétences de dame, et Lucy devient complètement silencieuse. Elle reste sans voix, parce qu'il ne devrait rien savoir à ce sujet. Un peu plus tard, les deux traversent une forêt, et Elma explique certaines choses. Dans le monde magique, les donjons sont les cauchemars du dieu créateur endormi nommé Alcero. Il est resté le dieu absolu pendant une éternité, mais il a fini par perdre la raison. À cause de cela, il a été scellé par les dieux qu'il avait lui-même créés. Ces cauchemars créent maintenant des portes dans le monde réel qui produisent des monstres et des démons. Nos héros arrivent à l'un de ces donjons, et Elma dit qu'on les appelle aussi des trous de rêve. Celui-ci est l'entrée de la boîte à jouets de l'ange, et son niveau recommandé est de 50. Lucy se demande si Elma est vraiment sûre de vouloir d'elle dans son groupe, et elle lui montre son écran de statut. Elle essaie de lui montrer à quel point elle est inutile, mais Elma s'en moque. Il lui dit juste qu'elle ne devrait pas montrer ça aux gens, et Lucy est stupéfaite. Elle explique qu'elle préférerait qu'il l'abandonne maintenant plutôt que de le décevoir plus tard. Elle souligne ensuite qu'elle ne peut même pas utiliser sa seule compétence d'attaque, appelée pousser de dés, à moins de faire un 6. Lucy est vraiment découragée quand elle dit qu'elle a vraiment gâché sa construction. Elle aimerait avoir pris l'arbre acrobatique du fou ou avoir mis des points dans le booster d'attaque à la place. Lucy s'emballe sur la façon dont elle a tout gâché, mais Elma lui dit simplement que ce n'est pas grave. Il dit calmement qu'il a besoin d'elle, et elle comprend complètement de travers ce qu'il veut dire. Elle s'affole encore à propos de la romance, alors Elma doit expliciter son véritable plan. Il déclare qu'ils vont farmer un facile 30 millions d'or et la faire monter au niveau 30. Lucy n'en croit pas ses oreilles, et elle se demande comment diable ils vont faire ça. Elma pense qu'il sera plus facile de lui montrer, alors ils entrent dans le donjon pour commencer. À l'intérieur, Elma pense que le niveau recommandé est de 50, mais il connaît tous les monstres qui apparaissent ici. Le plan est simplement de farmer quelques niveaux dans les étages supérieurs du donjon. Elma attirera les ennemis vers lui pendant que Lucy les vaincra avec son couteau perce-fer. Lucy déclare qu'Elma lui a acheté ce couteau cher, alors elle ne peut pas être une mauviette. Un regard sur le couteau montre qu'il donne plus 3 attaques, et son prix sur le marché est de 550 000 pièces d'or. Il est très efficace contre les adversaires coriaces, car il réduit la défense de la cible de 15% avant de calculer les dégâts. Lucy promet de protéger Elma pour lui rendre l'appareil pour le couteau. Elle promet de faire ce qu'elle peut pour être à la hauteur de ses attentes inexplicables. Juste alors, ils rencontrent leur premier monstre, et Elma révèle que c'est un ours en pièces rapportées. Lucy fait remarquer que son apparence est mignonne, mais son niveau l'est beaucoup moins. Elma explique qu'il a une statistique d'attaque de 22, donc Lucy survivra même si elle est touchée. La seule chose qu'elle ne peut pas encaisser est un coup critique, mais Elma a aussi prévu le coup. Il dit qu'il peut neutraliser l'ours en le déséquilibrant au début de son attaque. Il gérera toutes ses attaques pendant que Lucy attaquera depuis son angle mort pour l'abattre. Son dernier avertissement est que Lucy fasse attention à ses griffes et crocs dangereux. Le combat commence, et Elma utilise une compétence appelée piétinement d'ombre sur la bête. Le fait qu'Elma marche sur l'ombre d'une cible l'empêche de s'enfuir tant que son pied touche le sol. Lucy se met en place, mais elle est confuse parce que l'ours ne semble pas avoir de griffes ni de crocs. Juste à ce moment, l'ours l'horrifie alors que d'énormes griffes et crocs jaillissent de son corps. Il déchaîne une volée d'attaques, mais Elma bloque chacune d'elles avec son bouclier. L'ours est tout amoché, alors Elma dit à Lucy que c'est à son tour. Il lui ordonne de frapper l'ours, alors elle enchaîne les attaques. Elle crie que ce n'est même plus mignon, et elle porte le coup décisif. Les PV de l'ours tombent à 0 alors que nos héros parviennent enfin à le vaincre. Elma se demande combien de niveaux elle a gagné, mais Lucy panique complètement à propos d'autre chose. Aucun objet n'est sorti de l'ours, alors elle le supplie de lui laisser tomber quelque chose. Lucy crie d'agonie alors qu'elle craint d'être exclue de son groupe à nouveau pour ne pas avoir apporté de valeur. Elma lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils ne l'ont éliminé que pour les points d'expérience. Il prévoit d'en éliminer quelques autres, donc quelque chose finira par tomber. Juste à ce moment, d'autres ours arrivent, alors ils utilisent exactement la même stratégie. Ils vainquent une tonne d'ours, et ils obtiennent enfin une pause. Lucy célèbre alors que les ours laissent enfin tomber des objets, et ils en laissent même tomber 2 d'affilée. L'objet s'appelle le bouclier d'ours, et il donne à son utilisateur plus 12 en défense. Son prix sur le marché est de 200 000 pièces d'or, et elle m'a dit qu'ils peuvent aussi bien les prendre. Il pense ensuite à quel point il est étrange que ces objets soient tombés les uns après les autres. Ces objets ne tombent généralement pas comme ça, alors il sait qu'autre chose se passe. Il se demande s'il se souvient mal de son taux de chute du jeu, mais ça ne peut pas être ça.
Elma se souvient alors que la patte de chat de Luchi est une compétence spéciale qui augmente la chance de 500%. Si sa statistique de chance de départ était élevée, cela expliquerait tout. Elma se demande pourquoi le groupe de Klein n'a jamais réalisé la valeur de Luchi, et il détermine que ce n'est qu'un groupe de débutants. Ils ont dû simplement s'habituer à avoir des taux de chute très élevés dès le début. Luchi se demande si elle a été utile, alors elle m'a dit qu'elle l'a été, et il la remercie d'avoir rejoint son équipe. Elle est ravie, et elle se demande s'il devrait collecter 10 autres boucliers d'ours. Elle m'a dit que ce n'est pas nécessaire, parce qu'elle a déjà gagné assez de niveaux. Il déclare que le vrai travail commence maintenant, et Luchi n'a aucune idée de ce qu'il veut dire. À ce moment-là, son écran de statut révèle qu'elle a déjà atteint le niveau 20. Elma déclare alors que leur nouvel objectif sera de chasser le rana doré. Luchi est complètement choquée alors qu'elle imagine la bête dorée. Elma réfléchit à propos des ranas, les monstres grenouilles qu'il a vaincus lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans ce monde. Ce sont de petites créatures agaçantes, et ce sont les ennemis de base adorés du jeu. Il en existe plusieurs variantes, et celle que nos héros recherchent aujourd'hui est le rana doré. Les dorés ont un faible taux d'apparition, mais ils ont une forte chance de laisser tomber des objets extrêmement précieux. Malgré leur niveau élevé, leurs dégâts d'attaque et de magie sont faibles, et ils manquent de compétences offensives. Cela signifie qu'ils sont terribles au combat tout en offrant énormément d'expérience et des butins de valeur. Elma déclare qu'il ne pourrait pas rêver d'un monstre plus juteux à chasser. Certaines de ces grenouilles ont aussi des petits caractères, donc de nombreux joueurs disaient que les farmers étaient le moment le plus amusant qu'ils aient eu dans le jeu. Elma pense ensuite à la façon dont le rana doré apparaît fréquemment dans le niveau intermédiaire de la boîte à jouer de l'ange. Le meilleur dans le fait d'être réincarné dans ce jeu, c'est qu'Elma connaît les meilleurs endroits pour trouver chaque monstre qui y apparaît. À ce moment-là, Luchi interrompt notre héros pour lui dire ce qu'elle a entendu. Les gens disent qu'on peut vivre pendant plusieurs années avec l'argent rapporté par un seul rana doré. Cependant, elle a aussi entendu dire qu'ils sont bien trop rapides pour être attrapés. Même si on parvient à les toucher, ils ne semblent pas subir de dégâts. Il n'est pas rare que les gens les poursuivent trop loin et se retrouvent entourés de monstres. Luchi est terrifié car plusieurs aventuriers ont perdu la vie en essayant d'en capturer un. Cela rappelle à Elma que ce monde est similaire mais aussi assez différent du jeu. Perdre sa vie ici ne donne pas droit à une deuxième chance. À cause de cela, les gens ont tendance à choisir des constructions basées sur la survie. Les gens ici sont très prudents, donc farmer les rana dorés n'est probablement pas facile. Elma pense à la manière dont les dorés ont une vitesse et une défense exceptionnelles. Ils sont aussi totalement immunisés contre les attaques élémentaires et les debuffs. Luchi est horrifiée car elle suppose qu'ils seront impuissants face à quelque chose comme ça. Son persphère est efficace contre les cibles à haute défense, mais ça ne fera probablement aucun dégât à un rana doré. Luchi doute même de pouvoir réussir à en rattraper un. Elma ne peut pas le nier car le rana doré a une vitesse de 67 et une défense de 200. La pénétration de défense de 15% du persphère sera sans effet contre un rana doré. Sa vitesse est plus du double de celle de Luchi et plus du triple de celle d'Elma. De plus, Elma dit qu'avoir 200 en défense n'est pas une blague. Même un parfait reflet de rempart d'Elma serait complètement annulé. L'attaque taille vitale d'Elma a aussi 15% de pénétration de défense, mais ce n'est pas assez pour infliger des dégâts à cette bête. Luchi se demande s'il ne devrait pas simplement partir, mais Elma déclare qu'il a un plan. Il révèle que la défense apparemment parfaite du rana doré a en réalité quelques failles. Luchi se demande si Elma a une sorte de compétence secrète, mais elle est stupéfaite quand il dit qu'il va compter sur elle. Luchi n'a pas confiance en elle, mais Elma continue. Il lui rappelle qu'elle devrait avoir 9 points de compétence après être montée de niveau. Il lui dit de tous les mettre dans son arbre de compétences acrobatie du fou. Les 2 compétences qu'elle gagnera en faisant cela sont la clé de leur stratégie. Luchi apprécie sa confiance en elle, mais elle ne croit pas pouvoir y arriver. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour les doutes, car Elma doit se défendre contre la boîte à jouer. Un monstre en émerge, alors Elma dit qu'ils doivent courir. Il n'est pas très puissant, mais il va bientôt appeler des alliés. Il fuit la bête, et Luchi se demande si c'est vraiment une bonne idée de se concentrer uniquement sur le rana doré. Il pourrait vaincre d'autres monstres, et elle pourrait probablement gagner 3 niveaux de plus d'ici la fin de la journée. Elle m'a dit que c'est bien car ils sont actuellement au niveau parfait pour farmer le rana doré. Finalement, ils s'éloignent de la bête, et Elma explique à quel point leur cible est rare. Ils pourraient chercher toute la journée et n'en trouver peut-être que 2 s'ils ont de la chance. Ils sont incroyablement rares, mais Elma déclare qu'ils valent le temps et les efforts. Elma craint que Luchi ne perde espoir, alors il lui dit de lui faire savoir si elle commence à se sentir anxieuse. Luchi lui dit de ne pas s'inquiéter, et elle déclare qu'elle le suivra partout. Elle est prête à farmer des centaines, voire des milliers de rana dorés. À ce moment-là, l'un d'eux apparaît derrière eux, et nos héros sont stupéfaits. Ils viennent d'en trouver un bien plus tôt que prévu par Elma, alors Luchi commence à paniquer. Elma doit lui dire de respirer car ils devront rester calmes s'ils veulent le vaincre. Luchi commence à prendre de grandes respirations, et Elma les prépare. D'abord,
Il confirme que Luchi a atteint le niveau dit d'acrobatie du fou en utilisant les points de compétence qu'il lui a indiqués. Elle a aussi acquis les 2 compétences dont il lui a parlé, alors Elma lui dit de commencer le plan. Le plan est qu'Elma attende à proximité pendant que Luchi rabat le rana vers lui. Luchi est incroyablement nerveuse, alors Elma lui dit que ce n'est pas grave si elle se trompe. Elle continue de respirer profondément, et finalement elle est prête à y aller. Luchi se précipite, et Elma pense au plan. Il explique que les ranas dorés commencent à courir quand un aventurier s'approche à moins de 4 mètres. Les couloirs de la boîte à jouets de l'ange font 4 mètres de large, donc on ne peut pas contourner le rana sans qu'il ne vous remarque. Cependant, Elma dit que cela n'est vrai que si l'on marche sur le sol. Luchi fait exactement comme Elma le lui a dit, elle utilise l'une de ses nouvelles compétences pour courir sur le mur. Cela lui permet de se placer derrière le rana, qui essaie alors de s'enfuir. Luchi utilise alors son autre compétence, appelée Dopélusion, et elle l'arrête net. Elma explique qu'il est impossible de contourner sa compétence, et que le rana lâche ne chargera pas dedans. Il explique ensuite pourquoi cette compétence est parfaite pour cela. L'immunité aux effets de statut du rana signifie qu'il ne peut pas être aveuglé ou halluciné. Cependant, ils ne peuvent pas voir à travers les illusions créées par Dopélusion. C'est l'une des faiblesses dont Elma parlait, donc ils ont maintenant l'avantage. La petite créature essaie de courir dans l'autre sens, mais Elma explique l'autre faiblesse. Il révèle que son pas d'ombre fonctionne sur le rana. La seule question est de savoir s'il peut réussir à placer la compétence sur la grenouille rapide. Elma sait qu'il ne peut pas se tromper, alors il sort l'une des pierres magiques qu'il a achetées. Elles sont censées être utilisées pour soigner, mais elles ne sont pas très efficaces. C'est pourquoi elles sont utilisées d'une manière bien différente. Ces pierres brillent très fort quand elles sont activées. Elma l'utilise pour aveugler le rana. Il utilise ensuite pas d'ombre au moment parfait, et il attrape la bête. Luchi célèbre, mais elle se demande comment ils vont le vaincre. Elma explique qu'ils devront réussir des coups critiques. Les coups critiques infligent 1,5 fois plus de dégâts et ignorent 50% de la défense de leur cible. La bête ne peut pas s'échapper, alors Luchi dit qu'Elma a tout le temps pour réussir des coups critiques. Malheureusement, Elma explique que ces coups critiques ne font pas assez de dégâts. Il rappelle à Luchi qu'il a dit qu'il compterait sur elle, alors elle panique à nouveau. Il explique que réussir des coups critiques demande du talent et de la chance. Elma ne peut pas tenter des coups critiques en ce moment parce qu'il doit rester en place pour contrôler son ombre. Luchi tremble de peur car elle n'a réussi que quelques coups critiques. Elma l'assure qu'elle peut le faire, et il lui rappelle qu'elle a sa compétence lancée de dés. Luchi se souvient comment Klein l'a rabaissée et lui a dit qu'elle n'avait aucune compétence utile. Sa compétence lance un dé à 6 faces et accorde un effet bonus en fonction du résultat. Faire un 6 lui donne un coup critique, et ce serait parfait. Faire un 6 lui donne aussi plus d'attaque, donc un coup critique lui donnerait 2 fois plus de dégâts. De plus, elle aurait la pénétration de 15% du persphère, et cela se cumulerait avec les 50% du critique. C'est une quantité de dégâts énorme, mais Luchi doute encore d'elle-même après avoir été tant rabaissée. Elma l'assure qu'il n'existe pas de classe ou de compétence inutile. Il lui rend sa confiance en lui disant de ne pas laisser les opinions des autres l'atteindre. Elma dit à nouveau qu'il a besoin d'elle, et Luchi est choquée. Elle déclare qu'elle est prête à se battre parce qu'elle ne veut pas le décevoir. Luchi se lance, et elle active lancer de dés. Le dé roule, et nos héros attendent avec impatience de voir sur quel nombre il va tomber. Il tombe sur 6, et Luchi obtient un coup critique. Cela inflige d'énormes dégâts comme il l'avait prévu, et Luchi vainc le rana doré. L'œil de diamant de la créature tombe, et Luchi n'arrive pas à croire qu'ils ont vraiment gagné. Elma passe du niveau 23 au niveau 30, et Luchi passe du niveau 20 au niveau 27. Les ranas dorés donnent énormément de points d'expérience, mais Elma dit que la meilleure partie, ce sont les objets de valeur qu'ils laissent tomber. Ils n'ont qu'un taux d'apparition de 50%, alors nos héros vont vérifier s'ils ont obtenu quelque chose. À leur grande joie, ils voient qu'ils ont reçu une éblouissante lame décorative de rana. Elle donne 12 points d'attaque supplémentaires, et son prix sur le marché est de 17 millions de pièces d'or. Ils ne pouvaient pas rêver mieux, alors ils célèbrent encore plus. Merci d'avoir regardé mon résumé.